Bonjour, donc, je suis Philippe Banquet. J'ai passé 15 ans dans des grands groupes, chez Veolia d'abord, chez Elis ensuite, toujours comme intrapreneur, patron de région, d'agence. Et j'ai quitté Elis en 2009, j'étais directeur général adjoint pour reprendre une entreprise. Donc il y a maintenant 6 ans, une entreprise qui ne s'appelait pas encore Acorus, mais on l'a juste renommée depuis. Et ce qui est un peu original ou étonnant, c'est que j'ai repris une entreprise de bâtiment alors que j'en avais jamais fait. Et en plus, j'ai repris ça en 2009, au milieu de la crise du bâtiment notamment, avec besoin d'argent pour reprendre. Donc quand vous allez voir une banque en disant « j'y connais rien, je remplace le président fondateur du truc puisqu'elle a 20 ans l'entreprise, elle est créée en 96. Et oui, évidemment, c'est un peu la crise, mais par contre, je voudrais beaucoup de sous pour pouvoir la racheter. Ça ne marche pas très bien. Donc depuis le début, la raison pour laquelle je reprenais cette entreprise et la façon dont je l'ai présentée à tous les acteurs était, moi je sais faire du service, et en fait j'ai découvert que cette entreprise c'était du service. Donc on va faire du service en bâtiment, on ne va pas du tout faire du bâtiment. Vous financez en fait une entreprise de service. Voilà. Puis j'ai continué ce discours-là sur le service avec mes clients, avec les collaborateurs, enfin depuis que j'y suis arrivé dans l'entreprise. Et il se trouve que ça a pas mal marché, c'est-à-dire qu'on a oublié de dire qu'on faisait du bâtiment, on a basculé sur autre chose. Alors vous verrez qu'on a même changé un petit peu cette baseline maintenant. Qu'est-ce qu'on fait en fait? Pourquoi on a pu dire qu'on faisait du service? Parce qu'on ne fait pas du bâtiment. On fait que de la rénovation, pas du tout de construction neuve. Et si on veut essayer de simplifier, on rénove des actifs immobiliers en site occupé. Nos clients... c'est les grands bailleurs, les grands propriétaires d'actifs immobiliers, donc bailleurs sociaux, assureurs, collectivités, mais aussi hôteliers, santé, infrastructures. Voilà. Tout ça, c'est des actifs immobiliers qu'on a besoin de rénover en site occupé. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de les mettre aux normes, de les embellir, de les transformer, de les isoler, que sais-je, mais sans en interrompre l'exploitation, parce que sinon, j'ai plus de revenus. C'est ça que cherchent nos clients. Ça peut être rénover une tour HLM de 500 logements habités, évidemment sans la vider, sinon vous n'avez plus de loyer. Ça peut être un hôtel 5 étoiles en exploitation. Il y a des hôtels 5 étoiles qu'on ferme pour rénover, le Ritz ou autre, mais il y en a plein qu'on ne ferme pas. On va fermer un étage, une chambre, 10 chambres. Voilà. Ça peut être... des appartements entre deux locataires. On a aujourd'hui un parc de plus de 200 000 logements en Île-de-France chez les bailleurs sociaux qui sont sous contrat pour nous, et on fait 20 000 logements par an entre deux locataires, évidemment sans gêner les voisins, parce qu'on en fait dans le même immeuble en permanence. Ça peut être aussi les passerelles d'accès aux avions à Orly. Évidemment, on ne ferme pas les pistes à chaque fois qu'on veut refaire les sols pour accéder aux avions à Orly. Voilà, je pourrais continuer longtemps, mais vous avez une idée de ce qu'on fait. Et on le fait d'abord et historiquement pour les professionnels, historiquement même que pour les bailleurs sociaux, puisque c'est comme ça qu'on a commencé. Et puis c'est dans le développement que je vais vous montrer qu'on a élargi sur l'hôtellerie ou d'autres propriétaires ou détenteurs d'actifs immobiliers. Pour faire ça, on a fait le pari un peu fou de la création d'emplois, plutôt que de privilégier, comme il est largement d'usage dans le bâtiment, ou dans d'autres secteurs d'ailleurs, la sous-traitance. On s'est dit qu'il y avait une vraie spécificité dans le métier qu'on voulait faire, et que pour réussir à le faire, pour réussir à tenir cette promesse, il fallait qu'on soit en interne. Donc on a vraiment créé beaucoup d'emplois, puisque donc j'ai repris l'entreprise en 2010, on était 83, on est aujourd'hui 730, dont une acquisition qui a été faite en 2015, qui n'est pas dans les chiffres là, et qui fait 40 personnes. Donc pour vous donner une idée, ça fait plus de 24 mois maintenant que notre effectif augmente de 20 personnes chaque mois. Le début, c'est 2013, et c'est un peu le début de cette transformation managériale dont on va parler. En fait, on a créé ce qu'on peut rappeler le one-stop shop de la rénovation, c'est-à-dire une entreprise unique où toutes les spécialités nécessaires à la rénovation d'un actif immobilier travaillent ensemble, dans la même entité, collaborent pour réussir à servir le client. Et ça, ça n'existait pas, ou ça n'existe toujours pas beaucoup. Pour optimiser d'abord nos délais, nos coûts, notre rentabilité, nos prix aussi pour les clients, depuis 2013, on a choisi de
d'appliquer le Lean au monde de la rénovation. Et en 2013, quand on a commencé ça, on était les seuls à faire ça dans le bâtiment. Aujourd'hui, le Lean Construction, donc cette branche du Lean qui s'applique à la construction, commence à être un peu connu en France. Et ça fait 3 ans de suite qu'il y a des grosses conférences dédiées au Lean Construction. Mais en 2013, on était les premiers. Pourtant, si vous avez fait faire des travaux chez vous, il n'a pas dû falloir très longtemps pour vous rendre compte que réduire les gaspillages dans le bâtiment, c'était probablement une source de productivité à travailler. Et nous, on est resté sur cette unique logique Lean. On s'est dit, le Lean, donc c'est pas vraiment le Lean que vous pouvez voir très détaillé dans l'industrie. Nous, on est resté très basique. Le Lean, c'est s'il y a des gaspillages, essayons de les réduire en faisant autrement. Et c'est tout. C'est tout ce qu'on a dit. Voilà, le Lean, pour nous, c'est ça. C'est réduisons des gaspillages. Je vous donne deux petits exemples parce que, pour vous montrer que ce n'est pas du tout comme dans l'industrie. Le premier, c'est Guillaume, par exemple. Guillaume, c'est le patron d'une mini-entreprise, je vous en reparlerai après, donc d'une équipe multitechnique. Donc Guillaume, il a un plombier, un menuisier, un électricien, 1 ou 2 peintres, et il fait de la remise en état de logement entre 2 locataires. Il en fait beaucoup. Il a 100 logements en même temps, à peu près. Dès qu'ils sont presque finis, dès qu'ils sont en train de commencer, dès qu'ils sont au milieu. Il faut 2 semaines pour faire un logement, donc Guillaume, il court beaucoup. Et il court beaucoup parce qu'il essaye de tout faire et de dire en permanence à toutes ses équipes où elles doivent être, à quelle minute. Et vous vous rendez compte, donc 100 logements, 100 mini-chantiers. Chaque chantier, c'est 3 000 à 4 000 euros, mais il en a une centaine en même temps. Et il a une équipe de 10 personnes. Et Guillaume, on démarre ses réflexions Lean. C'est un de nos meilleurs dans ce métier-là. Et on l'accompagne une demi-journée pour essayer de voir avec lui. Et à la fin de la demi-journée, on dit, il y a vraiment un truc qui est frappant. Guillaume a passé en gros 35 secondes par minute au téléphone. Donc à la fin de la journée, c'est 500 coups de fil. Il a fait 500 coups de fil dans la journée. Et la question du Lean, c'est est-ce que c'est des actions qui créent de la valeur ou pas? Si elles en créent, bon, il est plus conducteur de travaux, Guillaume, il est plutôt standardiste. Mais bon, pourquoi pas? Si elles en créent pas, il faut trouver le moyen de les supprimer. Et la réponse est assez évidente. Le coup de fil, et dans les travaux, c'est toujours comme ça. Quand je le raconte, on dit ah oui, bien sûr. Le coup de fil, c'est le gardien de l'immeuble qui appelle Guillaume pour lui dire j'attends votre plombier, il n'est pas encore arrivé. Donc Guillaume appelle son plombier, évidemment. Il ne le trouve pas, il est sur boîte vocale. Donc il lui dit le gardien t'attend. Où es-tu? Tu n'es pas encore arrivé. Le technicien le rappelle, je suis en train de me garer, je suis juste devant le gardien. Donc il reprend son téléphone, il rappelle le gardien qui est parti boire un coup, et il lui dit il est en train d'arriver, il est en train de se garer. Donc on en est à 5 coups de fil. Il a évidemment créé 0 valeur, et donc un énorme gaspillage, mais ça joue de ce côté je cours partout et je ne sais plus comment m'en sortir. C'est un gaspillage lié à l'encadrement. Ça a un autre impact, c'est que tout ce temps passé à faire un truc qui ne sert à rien, eh bien, il n'est pas passé à transmettre de l'info. Or, Guillaume, il considérait que c'était à lui de transmettre de l'info à tout le monde. Donc, s'il est pris en train de dire « t'es où ?» et puis il arrive, il a moins de temps pour faire le vrai coup de fil, celui qui dit « n'oublie pas qu'il ne faut pas peindre la pièce du fond ou pas peindre le mur de gauche. » Parce que quand vous avez fait des travaux chez vous, c'est ça qui est arrivé. Vous aviez demandé un mur rouge à droite dans la cuisine et quand vous êtes rentré, il était peint à gauche. Et on vous a dit « c'est pas grave, on va refaire ». C'est ce qu'on fait dans le bâtiment, on refait tout le temps. Donc comme il n'a pas beaucoup de temps, qu'il est super stressé, il n'a pas le temps de passer les bonnes consignes, et c'est un cercle vicieux. Et comment on en est sorti? Tout simplement, semble-t-il, on a juste dit, ce gardien, il n'est pas idiot, il sait lire, on pourrait lui donner un petit bout de papier avec le numéro de téléphone du plombier, et puis du menuisier, et puis du peintre, et puis voilà, et puis lui dire comme ça, si vous avez une question, vous pourrez l'appeler. Ça semble bête, parce qu'on se dit... quand même, on aurait pu y penser plus tôt. Mais non, c'est pas bête du tout, parce qu'il faut faire un vrai saut. Il faut se dire, est-ce que le gardien ne va pas en profiter pour faire ses petites affaires avec mes techniciens, et donc évidemment se faire du boulot sans que je puisse facturer? C'est le premier risque. Ou alors, est-ce que les techniciens ne vont pas se dire que je ne fais plus mon job? Parce que c'était mon job, normalement, de faire le lien avec le gardien, entre le gardien et eux. Si je ne fais plus mon job, ils vont m'en vouloir chez leur chef. Le gardien ou son chef va peut-être dire aussi mais vous servez à quoi du coup si vous demandez à mes gardiens d'appeler vos techniciens? Donc c'est pas aussi simple que ça. On a beaucoup utilisé le pourquoi d'abord, parce que si on va par le quoi, on vient voir le gardien, on dit voilà la grande idée, il vous regarde et il dit non, pas de raison. Donc on a commencé par le pourquoi. C'est peut-être idiot
de devoir passer votre temps à appeler quelqu'un qui va appeler quelqu'un d'autre pour après vous rappeler. Donc pourquoi on vous dit ça? C'est juste pour gagner du temps. Voilà le pourquoi. On verra après qu'est-ce qu'on fait. Et ça a marché. C'est-à-dire que du jour au lendemain, Guillaume n'avait plus d'appels. Du jour au lendemain, il ne s'est pas passé que ça. Du jour au lendemain, les techniciens se sont retrouvés en lien avec les gardiens, dans un lien infiniment plus constructif. Une relation de confiance s'est installée parce qu'ils avaient le droit de se parler. On leur laissait cette autonomie. Et ils se sont mis même à faire des devis. C'est-à-dire que le technicien, il devenait un fabricant de devis, un artisan qui pouvait proposer des offres alors que ce n'était pas le cas avant. Guillaume, il avait du temps, donc lui aussi, il faisait vraiment du commerce, du développement. Puis il s'est même rendu compte que son équipe, une fois qu'elle était posée sur un mur avec tous les numéros de téléphone, elle collaborait beaucoup plus. Elle collaborait peut-être même par l'intermédiaire du gardien, mais après tout, pourquoi pas? Lui, il est là, nous, on n'est pas là. Nous, on court d'un endroit à l'autre. Le gardien, lui, il est sur ce site-là. Ça a eu un nombre d'effets absolument incroyable, et on a vu en quelques semaines, quelques mois, on va dire, 6 mois, plein d'indicateurs s'améliorer. Évidemment, le stress de Guillaume d'abord, le niveau de facturation et de devis aussi, mais aussi la qualité de nos réalisations qui étaient notées par le client avec un nombre de prestations qui étaient plus ou moins réussies. Donc on était dans les meilleurs de chez ce client avec des taux de défaillance de 0,25 je crois, et on est passé à 0,05, enfin, des choses, on ne pouvait plus les voir, on en avait une sur le trimestre. Et les délais, je vous disais que c'était assez court, c'est 3 semaines, et on s'est rendu compte qu'on gagnait 1 semaine, c'est-à-dire que la coordination se faisait toute seule. C'est un exemple, je pourrais en donner un autre plus rapidement, de type Lean. Sur nos équipes, c'est pas Guillaume, là, c'est Emmanuel, c'est des équipes de plombiers qui font du dépannage. Et en dépannage, quand on veut organiser une équipe de dépannage, Lalou raconte Buurtzorg, qui est une entreprise des Pays-Bas, alors qui ne fait pas du tout du dépannage, hein, c'est des infirmières. Bon, alors j'ai comparé les plombiers aux infirmières, ça les a beaucoup fait rire. Et qu'est-ce qu'il décrit? Il décrit exactement ce qu'on a fait. Et ce que font tout le monde. Imaginez le service après-vente, vous voulez que ce soit mieux fait, donc vous préparez pour vos techniciens des journées super bien pensées. Elles ne seront jamais suffisamment bien pensées, donc vous investissez pour qu'elles soient de mieux en mieux pensées. Par exemple, vous investissez dans la formation des assistantes au téléphone pour qu'elles posent plus de questions, qu'elles en sachent plus, qu'elles soient sûres de vraiment prévoir le temps pile-poil idéal. Alors vous allez peut-être faire des normes en disant si c'est une recherche de fuite, c'est 18,2 minutes. Comme mon intervention, j'ai vu, c'était 28 minutes. Voilà, on fait des trucs très très précis pour se disant au moins on est sûr qu'on va tomber sur une journée parfaite. Mais en fait, c'est jamais vrai. C'est jamais vrai, il faut juste s'en rendre compte, c'est impossible. Le client, il peut être pas là. Donc vous pouvez avoir tout programmé ce que vous voulez. S'il n'est pas là parce qu'il ne répond pas, là, la journée est finie. Enfin, votre bon calcul est fini. Ou bien, cette fameuse recherche de fuite, elle peut se transformer en un truc qui ne ressemble pas du tout, malgré toute la formation que vous avez pu donner à vos équipes. Ça peut être complètement autre chose. S'il faut d'abord ouvrir le mur ou le tablier de baignoire pour voir ce qu'il y a en dessous, personne ne peut savoir avant. Alors ça donne quoi? Ça donne des gens qui disent « Oh, je vois bien ce que vous avez comme problème, mais j'ai pas le temps, j'ai encore 5-6 rendez-vous, donc on vous rappelle. » Donc ça, on l'avait beaucoup. Puis celui du lendemain, il redit la même chose, parce que comme on a oublié de passer l'info entre-temps, il revient et dit « Ah oui, mon collègue, il a bien fait l'analyse, mais moi, j'ai toujours pas le matos, on m'en a pas parlé, donc on vous rappelle. » Et on a eu ça. Hein. Donc on s'est dit, finalement, est-ce que ça vaut le coup de continuer d'investir dans améliorer le planning de la journée? Pourquoi on ne laisserait pas les gens faire leur journée? Donc là encore, ça paraît tout bête, une fois qu'on le dit, on dit « Bah oui, bien sûr. » Mais il faut aller, est-ce qu'ils vont bosser ou est-ce qu'ils vont rentrer se coucher chez eux? On ne sait pas. Et on a petit à petit laissé chacun de nos plombiers prendre ses rendez-vous, organiser ses rendez-vous, c'est-à-dire qu'on reçoit l'appel, on l'enregistre, et on dit, le technicien va vous rappeler, point. Le technicien, il rappelle, il organise ses journées, et là, il se passe des choses absolument étonnantes, parce que comme il a organisé la journée, les engagements qu'il a pris, lui, avec la personne qu'il a eue au bout du fil, il les tient, c'est bizarre. Alors que quand c'est l'assistante qui a dit à la dame « Oui, oui, bien sûr, il passera avant 8h parce que vous devez déposer vos enfants à l'école », oui, peut-être. Sauf qu'au dernier moment, on l'appelle pour lui dire « N'oublie pas de… » Il dit « C'est bien, il faut que je passe avant 8h. » Puis là, on me dit « N'oublie pas de… » Bon, tant pis, je ne paierai pas là avant 8h. Si c'est lui qui l'a dit, on a essayé, on le rappelle, on dit « Il y a une urgence. » Ah non, j'ai promis à la dame d'être avant 8h, ce sera une urgence à 8h30. Voilà. Et il le tient, et il le fait vraiment. Par exemple, il ne va plus jamais passer 2 fois. Il va savoir que la personne d'après, il peut l'appeler parce qu'elle lui a dit, 1, que c'était pas un truc super urgent, 2, qu'elle était tout le temps là. On a la possibilité de décaler un rendez-vous. Hein.
Mais il n'y a que lui qui le sait. L'assistante, même en la formant beaucoup, elle ne le saura jamais. Donc le plombier, lui, il peut dire « Ah, c'est plus compliqué que prévu, bougez pas, j'appelle 2-3 personnes pour décaler. » Elles le savent, que je les ai prévenus, et ça se passe très bien. On a aujourd'hui plus de 80 plombiers qui sont complètes auto-organisation, complète. Et on a eu des choses assez étonnantes, hein, avec des clients qui au début nous ont dit « Comment ça, je dois appeler votre plombier pour savoir quand est-ce qu'il viendra chez mon locataire ?» Mais dans le contrat, il y a écrit qu'il y a un interlocuteur unique. Je dis, ok, on va l'appeler, on va vous dire. Et les mêmes clients aujourd'hui nous disent, mais qu'est-ce que c'est bien de pouvoir appeler votre plombier, au moins j'ai la réponse tout de suite, plutôt que de vous appeler vous, et puis d'attendre que vous ayez joint votre plombier pour me rappeler. Ça prend un peu de temps, c'est pas naturel, mais le résultat est quand même assez incroyable. Donc ça, c'est le lean, et vous voyez déjà qu'en fait, c'est un lean qui n'est pas le lean classique de l'industrie. En fait, on a commencé à se dire, nous, le lean, pour réduire des gaspillages, il y a une seule condition, c'est qu'il faut laisser les gens autonomes, il faut les laisser libres. J'y reviens dans 2 secondes, parce qu'on a eu un autre grand thème autour de notre évolution, c'est cette nouvelle baseline maintenant, c'est un sourire partagé. Pourquoi un sourire partagé? Parce qu'on s'est rendu compte que nos clients, dans nos métiers d'intervention en site occupé, ils avaient une particularité. Ils voulaient d'abord qu'on respecte leurs exigences, ça c'est normal. Ils ont fait un appel d'offres, il y a plein de lignes, il faut respecter ce qu'il y a dedans, ils ont mis plein de choses dedans, mais ça ne suffit pas, c'est juste un prérequis. Il faut aussi qu'on respecte les exigences de leurs clients, puisqu'on est en site occupé. Celle du locataire, alors que ce n'est pas notre client, c'est le leur, ou celle du type qui dort dans l'hôtel, ou de l'assuré, si c'est un assureur. Mais peut-être même ça ne suffit pas, parce qu'il y a aussi un exploitant souvent du site, le fameux gardien, qui n'est pas notre client directement, ce n'est pas lui qui nous passe la commande, ce n'est pas lui qui nous a signé le contrat, mais il exploite, il va gérer, il va intervenir. Donc on a tout un ensemble, un écosystème pour pouvoir rendre notre prestation, c'est les caractéristiques du service d'ailleurs, on ne peut rendre un service que si tous ces gens qui font partie du service jouent leur rôle. Et nous, on s'est dit, la seule façon de rendre bien notre service, c'est que tout ce monde-là, on ait créé une chaîne de confiance. Alors là aussi, ça paraît assez simple, mais ce n'est pas du tout la même approche que, par exemple, les grandes majors du bâtiment. La chaîne de confiance, ce n'est pas la première des préoccupations. Il y a un contrat, il y a un juriste qui avance derrière, et le problème, ce n'est pas la chaîne de confiance. Au contraire, si le client fait en sorte qu'on ne puisse plus respecter notre contrat, c'est une bonne nouvelle, ça fera une claim. Donc c'est vraiment complètement différent, quoi. C'est pas trop facile à faire passer tout le temps non plus. Ça fait des choses où on se met un peu en danger, on se met un peu à nu face au client dans cette façon de procéder, mais c'est transférer vers le business cette approche un peu bienveillante qu'on a en interne, on la transfère en externe, et nous on est convaincus, y compris en gestion de projet, que c'est la clé et que c'est la vraie clé de demain, c'est d'avoir créé les chaînes de confiance entre des parties prenantes d'un projet qui ne sont pas que le donneur d'ordre et l'exécutant, ou le client et le fournisseur. Mais il y en a plein d'autres autour. Pour faire tout ça, cette organisation, qu'on a imaginée, qui évolue, hein, c'est sa dernière façon de la représenter. Enfin, il y en a une autre depuis le dernier séminaire qu'on a fait, mais on a imaginé une organisation fondée d'abord sur l'autonomie et sur la collaboration. En fait, j'aurais dû dire d'abord fondée sur la confiance, mais j'ai déjà parlé de confiance. Mais c'est parce qu'il y a confiance qu'on peut avoir l'autonomie. J'ai parlé de confiance, et évidemment, on utilise la même chose que ce que Isaac Getz décrit. Pour faire confiance à mon plombier, en lui donnant libre accès à ses rendez-vous, à l'organisation de sa journée, ou bien au gardien, il faut que je me dise, il ne va pas tricher. Et c'est pas facile de se dire, il ne va pas tricher. Hein. Même chez nous, on a des tricheurs. Hein. On a des voleurs, on a des tricheurs, on a des menteurs, on en a qui ne veulent pas bosser. Il y en a partout. Gates, il dit qu'il y en a 3% dans toutes les entreprises. Peut-être qu'il y a des entreprises où il y en a 6, hein, mais en tout cas, ce qu'il dit et ce qui est sûr, et ce qui fait le pari qu'il faut faire pour pouvoir réussir à faire ça, c'est de se dire, ces 3%-là, tant pis. Si je mets des règles pour eux, si j'enlève toute la possibilité d'autonomie, de confiance, de laisser un accès, de laisser une possibilité d'acheter des matériels, si je l'enlève pour cela, parce qu'il y a un risque qu'ils en profitent à mauvais escient, donc qu'ils me trompent, en fait, je vais pénaliser tous les autres. Et les autres, c'est pas 3%, c'est pas 6%, c'est 97 ou 94%. Et les pénaliser, en fait, c'est beaucoup plus grave que simplement les embêter un peu parce qu'ils devront remplir un papier pour acheter un peu de peinture.
On se dit, bon, après tout, ils sont bien capables de remplir un papier pour acheter un pot de peinture. Pas du tout. Ça va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que si je dois remplir un papier pour acheter un pot de peinture, ça sous-entend que je ne suis pas capable de savoir s'il fallait acheter un pot de peinture. Bon, bah maintenant, vous me direz, quand est-ce que je devrais acheter un pot de peinture? J'ai pas de peinture. Je vais attendre que Guillaume, il est raccroché pour venir me dire « Ah, je vais t'acheter un pot de peinture ». Sauf que Guillaume, il ne peut pas, il est au téléphone en train de savoir si je suis garé. Voilà, on s'en sort plus, quoi. Donc, si on fait le pari qu'ils ne vont pas nous voler, en tout cas les 94 autres, eh ben on peut leur dire « Vas-y, achète le pot de peinture si tu as besoin ». Et ça change tout. Et puis la collaboration, parce que alors nous, ils collaborent notamment au travers de Google+. Ils collaborent, donc on est organisé en mini-entreprises. Les petits points, les plus petits, c'est le technicien. Les petits points gris au milieu, c'est le patron de l'équipe, le leader de cette mini-entreprise. Donc je pars du plus petit. Donc les couleurs, ça va être les différents corps d'État, par exemple. Ces mini-entreprises sont regroupées en territoires. Par exemple, il y a tous ceux qui sont à Bordeaux, voilà, c'est un territoire. Il y a tous ceux qui font de la remise en état de logement à Paris Sud. C'est un territoire, parce qu'on en a beaucoup. Il y a aussi un territoire qui fait que de la remise en état de logement à Paris Nord, par exemple. Il y a tous ceux qui font du dépannage en plomberie, c'est un territoire. Il y a 6 mini-entreprises qui font que ça. Donc vous avez des mini-entreprises. Elles sont d'abord regroupées par territoire. Territoire ayant pas de définition à proprement parler. Ça peut être un métier, ça peut être une géographie, ça peut être... C'est souple, ça peut être rien. Ça peut être le type qui est au milieu et qui a dit moi j'ai envie de développer ça, et puis tiens, ça m'intéresse, je commence à le développer. Moi je me retrouve avec un territoire, il y en a un qui a le désamiantage, il a 3 équipes, 3 mini-entreprises qui font du désamiantage et 3 mini-entreprises qui font de l'électricité. Ça n'a rien à voir, c'est juste que c'est lui qui petit à petit a fait en sorte que ces trucs-là se développent, et il en est le garant du territoire, on va dire, l'animateur. Un territoire, et après il y a la collaboration au sein des territoires qui sont regroupés en direction. Enfin, il faut retrouver des niveaux à peu près cohérents, et une collaboration de tout ce monde-là sur Google+. La collaboration sur Google+, ça fait rigoler. Parfois on se dit tiens, c'est comme Facebook. Et là aussi il faut un peu de confiance. J'aurais jamais imaginé dans les entreprises où j'étais avant de dire on va laisser un réseau où chacun pourra à tout moment écrire. On est 700 et il y a 700 smartphones dans l'entreprise. Tout le monde a un smartphone, donc tout le monde est connecté à ce réseau Google+. Tous les plombiers, tous les menuisiers, tous les électriciens, toutes les assistantes, tout le monde. Donc tout le monde peut écrire tout ce qu'il veut. Personne n'a jamais rien écrit de mal. Hein. Ça fait presque 1 an qu'on est dessus. En revanche, le deal, et ça se développe de plus en plus et c'est extrêmement plaisant, c'est que on n'a pas de direction méthode, on n'a pas non plus de DRH. Donc, on n'a pas de direction commerciale, on n'a pas de direction qualité, on a un acheteur, mais on n'a pas de direction achat au sens quelqu'un qui déciderait de ce qu'il faut acheter. Donc tout le monde doit l'être un petit peu. Et l'endroit où ils le sont un petit peu, c'est Google+. C'est-à-dire que tous les jours, là, si j'ouvre mon téléphone, je vais avoir 5 ou 6 posts d'aujourd'hui. Un qui parlera d'un nouveau client qu'on a signé d'une certaine façon, un qui parlera probablement d'une activité barbecue ou que sais-je qu'ils ont fait quelque part qui était sympa pour l'ambiance, un autre qui racontera un nouveau matériel qu'ils ont trouvé et ils l'ont peut-être filmé la première fois qu'ils s'en sont servis pour que d'autres puissent s'en servir. Il y en a qui se sont pris en photo avec un acteur parce qu'ils ont été faire le dépannage de plomberie chez cet acteur, ils étaient tout contents, ils ont même eu des places pour son prochain spectacle. Enfin, voilà, ça c'était hier soir, je dis tiens c'est marrant. Donc la collaboration elle se fait réellement sans aucun contrôle évidemment, sans aucune demande, sauf le pourquoi. C'est-à-dire pourquoi on a mis Google+, c'est pas pour le plaisir, c'est pas pour que moi je publie des trucs tout le temps, c'est pour que chacun joue son rôle, son autre rôle, celui qui est je suis aussi un peu directeur commercial, je suis aussi un petit peu directeur achat, je suis aussi un petit peu directeur méthode. Et ça a l'air de marcher. Après, ça fait pas très longtemps, je vous en reparlerai plus tard. On s'est rendu compte il n'y a pas très longtemps que finalement le premier détenteur ou propriétaire d'actifs immobiliers c'était le particulier. Alors on s'est dit tiens, on pourrait lancer une offre pour le particulier qui s'appuierait sur ce qu'on sait déjà faire pour les professionnels et qui s'appuierait sur nos organisations, notre force. Plutôt que de faire des plateformes à la Uber avec des gens qui viennent de partout, nous on a déjà nos petites mini-entreprises, on va en créer, qu'on va dédier aux particuliers, qui seront multimétiers et qui vont faire des choses simples sur base de plateformes Internet. Donc je ne vais pas vous en raconter plus, mais par contre vous pouvez cliquer, c'est assez facile. Et si vous cliquez là, vous pouvez acheter, si vous êtes propriétaire, la mise en peinture d'une chambre ou le pack salle de bain pour votre belle-mère, pour remplacer sa baignoire par une douche, tout ce que vous voulez. Et ça c'est le chiffre d'affaires. Donc on a créé 500 emplois en 3-4 ans et le chiffre d'affaires,
Ça, c'était 2015, 81 plus 14. Aujourd'hui, sur 12 mois glissants, on est toujours en croissance de... Enfin, sur 6 mois, on est en croissance de 40% par rapport à l'année dernière. Et sur 12 mois glissants, on fait donc, tout compris, avec le 115 millions, je crois, un truc comme ça. Et la rentabilité pourrait être meilleure, comme toujours. Mais enfin, on a quand même atteint la 100e place du classement qui vient de sortir là, de l'Express des 150 entreprises françaises les plus rentables en 2016. Alors c'est complètement faux, c'est des chiffres 2015. On n'est pas du tout dans les 150 puisque c'est un classement de gens qui ont dit « oui, je veux bien être dans le classement ». Et ça, moi je suis pour rien. Voilà, merci.